l'occurrence, puisque nous sommes en Martinique, et il est intéressant, selon moi, en fait, et c'est ça, ça sera ça mon exposé, de considérer une production qui, selon moi, est déterminante, qui est la société martiniquaise. Voilà, c'est une production. Et donc, ce que je souhaite, c'est insister là-dessus, exposer rapidement la trame qui lui a donné naissance, pour finalement comprendre que il faut un cadre sécurisant pour cette capacité de production. Il faut un cadre sécurisant pour ces produits. Il faut un cadre, en fait, par conséquent, normé, hein, structurel. Alors, d'abord, en fait, je voudrais, d'ailleurs, ça va me permettre, en fait, de mieux comprendre, selon moi, les tensions et les conflits qui existent à l'heure actuelle entre les militants que l'on retrouve, en fait, lorsqu'il s'agit de dénoncer l'apologie du crime contre l'humanité, hein, les apologistes, ou encore lorsqu'il s'agit de demander réparation suite à l'acte criminel, en fait, que constitue l'empoisonnement au chlordécone, ou bien, par ailleurs, engagé pour la réparation s'agissant du crime contre l'humanité que constitue la traite et l'esclavage. Donc voilà des expressions qui sont toutes des expressions que l'on retrouve dans la dynamique existentielle, en fait, de la société martiniquaise. Alors, donc, pour pouvoir, en fait, bien comprendre la trame, je commencerai par affirmer une évidence, c'est que la société martiniquaise, la dite société martiniquaise existe. Et puis, la deuxième chose, c'est que il est nécessaire, en fait, bien entendu, de rappeler pourquoi, comment et par qui la société martiniquaise a été créée. Parce qu'elle existe. Pourquoi, comment et par qui cette société a été créée. Mais pour ce faire, avant tout, et c'est le début de cette trame, je reviendrai à la notion d'autorité. L'autorité, en fait, c'est ce pouvoir, en fait, de commander et d'obtenir obéissance. Bon. Mais il n'y a pas d'autorité sans légitimité. Il faut que ça soit légitime pour obtenir, en fait, le consentement de celui, en fait, de qui on attend l'obéissance. Et donc, la question est de savoir, est-ce que nos ancêtres qui ont été arrachés et déportés, arrachés d'Afrique et déportés, en fait, dans les sociétés esclavagistes, étaient-ils légitimes à s'opposer à cette volonté de ces hommes et de ces femmes issus de l'Europe qui entendaient les intégrer dans cette société dite la société esclavagiste ou coloniale? Est-ce que nos ancêtres étaient légitimes à combattre, à refuser et à combattre, en fait, cette volonté des Européens? Il est évident que oui. Autrement dit, cette volonté à laquelle, en fait, étaient confrontés nos ancêtres, pour nos ancêtres, n'était pas revêtue de la légitimité, et donc n'était pas une autorité. D'accord? Ça, c'est très, très important. Et donc, par conséquent, cette volonté est une volonté illégitime. D'ailleurs, elle était tellement illégitime que, je le rappelle, il y a cette loi de mai 2001 qui est venue, en fait, dire, en fait, que cette volonté est une volonté criminelle, c'est une volonté, en fait, qui constitue un crime contre l'humanité. Et donc, bien entendu, nos ancêtres avaient raison, étaient légitimes à refuser, à combattre, en fait,
cette volonté illégitime en face. Et qui est en face? Eh bien, c'est une société. C'est la société française qui est en face. C'est une société esclavagiste française. C'est-à-dire, en fait, une organisation d'êtres humains normés, structurellement normés, avec un droit institué, avec... voilà. Donc, c'est une société. Et donc, par conséquent, avec cette permanence que l'on connaît en termes d'ancrage normatif d'une société. Et donc, d'abord, ça nous apprend en fait qu'il ne suffit pas qu'il y ait société pour qu'il y ait légitimité. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas en fait qu'il y ait droit, le code noir en a l'expression, pour que ce droit, pour que la volonté qui anime ce droit soit légitime. D'accord? Alors, maintenant, face à cette volonté légitime de nos ancêtres, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, en fait, bien entendu, que là où il n'y a pas légitimité, il n'y a pas de celui qu'on attend obéissance, consentement, et c'est pour cette raison, en fait, que il s'agit de violence. Donc ça va se traduire en violence parce que, bien évidemment, il n'y a pas de consentement, avec toute la violence en fait, que l'on connaît, consubstantielle au système esclavagiste, au système colonial, pour imposer à nos ancêtres et à leurs descendants, de génération en génération, à se soumettre en fait, à cette norme. Alors, qu'est-ce qui caractérise en fait cette norme, cette société? C'est une société qui c'est la société du déni d'humanité. Voilà. Parce qu'il faut la caractériser, la société du déni d'humanité. D'accord? Donc par conséquent, c'est la société où en fait, lorsqu'on s'y intègre, lorsqu'on y est intégré, c'est pas l'identité humaine en fait que l'on épouse, que l'on trouve, mais ce sont des identités fictives, maître, esclave, colon, inférieur, supérieur, etc., etc. D'accord? Donc déni d'humanité. Et donc et voilà en fait nos ancêtres qui vont combattre en fait sans relâche de génération en génération cette société. Alors comment substantiellement vont-ils faire? Alors ils vont combattre cette société en un seul et même mouvement à deux faces. La première face, d'une part, en affirmant l'illégitimité de la société du déni d'humanité, son illégitimité. Et d'autre part, en affirmant la légitimité de l'identité humaine. Ces deux affirmations sont les deux faces d'une même médaille, en fait, d'un même mouvement, d'une même volonté politique. Mais ne nous trompons pas. Nos ancêtres, comme nous le savons, ne vont pas se contenter à donner à ces affirmations une valeur, une traduction, une réalisation seulement éthique ou morale. Ils vont aller plus loin. Ils vont aller plus loin parce qu'ils ont compris que la simple exigence en fait morale et éthique n'est pas suffisante pour assurer leur liberté. Et c'est là en fait que l'on arrive en fait à la forme qu'ils vont donner à cette affirmation, qui est la forme de la société. C'est-à-dire, en effet, ils vont, devant cette autre société du déni d'humanité, ils vont progressivement, en effet, dresser en face d'elle, contre elle, une société ordonnée sur la légitimité. Rappelez-vous, la société en face est illégitime. Sur la légitimité, et quelle est cette légitimité? Je la rappelle, la légitimité de l'identité humaine. Et donc, nous avons nommé la société martiniquaise. Et c'est ce que nous connaissons, c'est cette formule c'est la formule, il me semble, en fait, qui symbolise le plus efficacement cette société-là, c'est, et que l'on connaît très bien, qui est tout le monde c'est monde. Tout le monde c'est monde. Et donc,
voilà l'émergence de cette société-là. Nous voyons en fait que de la position éthique et morale, nous sommes arrivés à la création d'une véritable société. Et donc, et c'est à partir de là que nous allons constater aussi, évidemment, l'émergence de cette société. Donc c'est le début, très rapidement, le début de cette histoire, en fait, hein, de génération en génération. Nous allons constater les tensions et les conflits entre la société martiniquaise, et puis, qui est la société tout le monde c'est monde, et puis, qui est celle, en fait, léguée par nos ancêtres, hein, et par leurs descendants, et puis, l'autre société, la société française, la société des rois français, initialement, puis la société des empereurs français et la société des républiques françaises, d'accord? Et nous y sommes toujours, d'accord? Cette société martiniquaise, elle existe. Mais il est important et c'est ce que je souhaite faire en très peu de mots, d'en connaître l'ordonnancement. Très très important, parce que si on ne connaît pas l'ordonnancement de la société martiniquaise, on ne pourra pas, en fait, au-delà de ce qui caractérise la culture en général, qui est je dirais, son processus créatif qui bouge, qui change, on ne pourra pas, en fait, je dirais, en conscience et de manière maîtrisée, parler de nous-mêmes, parler de notre société, parler, en fait, du droit qui règle les valeurs culturelles de la société martiniquaise. Parce qu'il s'agit de ça. Et donc, qui est le droit au respect de la légitimité de l'identité humaine. C'est ce droit, en fait, qui va régler les valeurs culturelles. À part que les deux sociétés étant en confrontation, nous avons cette autre société, la société française, qui jusqu'à présent est là, et qui refuse l'existence de la société martiniquaise, qui est celle, évidemment, qui devait naître et qui est née, et que nous ont légué, en fait, nos ancêtres. Alors, je disais tension et conflit. Illustrons ça. D'ailleurs, le débat que nous avons là, les échanges que nous avons là, sont l'expression de cette situation conflictuelle entre les deux sociétés. Prenons l'exemple de JM. Prenons l'exemple, en fait, des apologistes. Eh bien, quelle est la société qui est venue, qui s'est manifestée à travers les militants? C'est la société martiniquaise. Quel est qu'est-ce que les militants disent? Parce qu'il faut écouter. En écoutant, ils disent les choses. Ils disent, en fait, comment se fait-il, en fait, que c'est votre propre droit? Votre propre droit dit qu'il est interdit de faire l'apologie du crime, et vous ne venez pas, procureur et autres, vous n'appliquez pas, vous ne faites pas respecter ça. Et c'est pour ça que, eh bien, notre droit, le droit de la société martiniquaise, en fait, qui existe, personne ne nie, en fait, son existence, hein, les garants de la société martiniquaise sont venus, et pour dire, en fait, que la condition existentielle de la société martiniquaise est précisément le respect de l'humanité, de l'identité humaine. C'est la légitimité de l'identité humaine qui, en fait, est cette valeur traduite en la norme aux structures que l'on appelle société martiniquaise. Et donc, ça c'est important, parce que sinon, on ne pourra pas, en fait, je dirais, trouver les liens. On dit c'est notre culture, mais on ne pourra pas distinguer les deux, la culture, en fait, du déni d'humanité, et la culture, en fait, de la légitimité de l'identité humaine. Ça sera impossible, rationnellement impossible. Et il y aura toujours cette confusion. Tout à l'heure, Milka parlait de la nécessité de décréoliser. La décréolisation consiste, en fait, créoliser, je rappelle, veut dire adopter les goûts et les habitudes du colon. Les goûts et les habitudes du colon, il s'agit de décréoliser qui? Quoi?
pas la société créole. La société créole, elle est créole et c'est son choix. C'est-à-dire la société du déni d'humanité a déjà fait son choix. C'est sa structure, c'est la société. Par contre, lorsqu'on parle de décolonisation, on parle de la société martiniquaise qui est attaquée et qui, en fait, encerclée par cette autre société, par cet environnement hostile multiséculaire, eh bien, doit se défendre. Et donc, ces militants-là sont je dirais, les fils et les filles de la société martiniquaise qui se sont mis en avant pour protéger cette société. Il faut bien comprendre ça. On ne peut pas, en fait, prétendre, je dirais, nommer, dire, en fait, que l'on est martiniquaise sans savoir, en fait, c'est quoi la société martiniquaise. Et à partir de là, nous comprenons beaucoup de choses. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que il y a, je dirais, ça s'ouvre, ce que je viens de dire s'ouvre sur un monde, en fait, je dirais, extraordinaire, pas ordinaire. Cependant, je voudrais, en fait, rappeler que dans la société, en fait, du déni d'humanité, nous sommes encore institués comme étant des affranchis. D'accord? Et c'est pour cette raison que, en effet, l'affranchi, ne bénéficiant pas, juridiquement parlant, institutionnellement parlant, du respect, du droit au respect de la dignité humaine, c'est pour cette raison que cet affranchi, dans la société française, dans l'ordonnancement de la société française, le statut d'affranchi réservé pour nous, eh bien, cet affranchi, cet être humain, lorsqu'il est dans sa société, ce Martiniquais, lorsqu'il est dans la société, ou cette Martiniquaise, eh bien, elle ne fonctionne pas comme un affranchi. Elle n'a pas le statut d'affranchi de la société martiniquaise. Et c'est pour cette raison qu'elle vient et elle se comporte, en fait, en opposition. Et s'oppose et dénonce, en fait, l'autre société. Il faut comprendre ce mécanisme-là. Et donc, je vous lis... et puis on va s'arrêter. Voilà, je vous lis, et je terminerai là, ce que disait un esclavagiste, Moreau de Séméry, dans un ouvrage qu'il a écrit en 1789, s'agissant, c'est un avocat reconnu comme érudit et brillant juriste dans le monde de la société du déni d'humanité, et qui dit ceci, en toute connaissance de cause, du statut d'affranchi. L'affranchissement est utile à l'État du déni d'humanité, parce qu'il ajoute à la force politique, mais il est utile aussi comme État mitoyen entre l'esclavage et la liberté. Il faut le savoir. Et donc, seule la société de la légitimité de l'identité humaine est condition de liberté pour l'être humain. D'accord ? Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et c'est pour cette raison qu'on est dans cette opposition. Et puis, la dernière citation que je voudrais faire, c'est un prêtre de l'époque, abbé de Goujon, préfet apostolique de la Guadeloupe, dans ses lettres sur l'esclavage dans les colonies françaises, qui datent de 1845. Je terminerai là. Il nous dit, le maître, dans la crainte que la volonté de l'homme-chose, l'homme-chose, qu'on soit esclave, meuble ou affranchi, on est homme-chose parce qu'on n'a pas ce qui caractérise les trois. C'est l'humanité. Voilà, on n'a pas d'humanité. Et donc, par conséquent, on est exclu, en fait, de la société en tant que législateur. D'accord ? On est justement homme-chose. Alors, le maître, dans la crainte que la volonté de l'homme-chose ne lui échappe et ne devienne indocile à ses caprices, a soin de l'enchaîner par les terreurs, par l'ignorance et l'aboutissement. 2 points. Il fait en sorte qu'aucun rayon de lumière ne puisse arriver à son intelligence. Il lui interdit jusqu'à la connaissance de la religion. Il ne veut pas qu'il sache qu'il est homme et connaisse sa dignité comme enfant de Dieu, comme frère de Jésus-Christ. 2 points. Sa machine humaine pourrait devenir moins obéissante. Vous comprenez, moins obéissante. Et donc, par conséquent, vous voyez bien qu'en fait, que lorsqu'on épouse l'identité humaine, lorsqu'on est en fait martiniquais, lorsqu'on est de la société martiniquaise, lorsque justement on a
on s'est épuré des valeurs et des goûts du colon, c'est-à-dire on est décréolisé. Et bien en effet, on retrouve en fait sa lucidité, c'est-à-dire la conscience en fait de son humanité. Merci, Maître Monotuka. Oui, alors ce que je dirais en fait, c'est réaffirmer mon choix, qui est clair. J'ai choisi la société martiniquaise. Tous les êtres humains sont des êtres humains. C'est cette valeur qui a été traduite en normes aux structures appelées société martiniquaise. Il est interdit en fait d'imposer à l'être humain une autre identité que celle d'être humain, comme il est interdit de dénier à l'humanité l'humanité, que ce soit sur le plan symbolique ou d'autres manières. Voilà. Merci. Alors, voilà. Ne vous laissez pas imposer un système qui ne vous veut pas du bien. Cette violence symbolique à laquelle vous participez vous-même, eh bien, essayez de la voir pour ce qu'elle est, la mettre à distance et protégez-vous. Essayez de vous battre pour un monde dans lequel vous connaîtrez le bonheur, vos enfants travailleront et vous allez ne pas travailler, comme le disait Mona, pour ceux qui ne vous donneront jamais l'équivalent de vos efforts.